Non, nous démarrons la deuxième partie de l'atelier avec Hélène Camouilly, qui est directrice déléguée à la diversité à France Télévisions et qui nous fait l'honneur de s'être... Pardon ? Dans les programmes. Dans les programmes. En ce qui concerne les antennes, voilà. Et on vous remercie de vous être rendu disponible pour présenter les outils, les mesures et les bilans sur la mise en pratique de la diversité sur les antennes de France Télévisions. Donc on vous accorde le temps dont vous avez besoin en nous disant quand est-ce qu'on change de slide. Et ensuite, les 3 chercheurs qui ont présenté leurs travaux sur la mise en pratique de la diversité sur le territoire français et sur le territoire et aux Pays-Bas vous poseront des questions éventuellement et ensuite on donnera la parole à la salle. Merci Hélène Camouilly. Eh ben, c'est parfait. Alors je vois un petit peu plus de plafond que d'étudiants, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre colloque. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est beaucoup mieux. Et désolée de ne pas pouvoir être présente malheureusement pour être physiquement avec vous. Je le regrette vivement. Alors je reviens pas sur les éléments de contexte historique. J'imagine que vous avez dû les évoquer déjà avec vos précédents intervenants. Notamment pour ce qui est de la télévision, le collectif Égalité qui s'était constitué en 99, qui a fait l'objet d'un rapport sur les minorités visibles par le CSA, puis les émeutes de 2005 qui ont conduit notamment chez nous à la création de François, et puis évidemment tout un arsenal législatif qui ensuite a permis au CSA de faire contribuer le mieux possible les chaînes de télévision à la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Alors, France Télévisions, au-delà de toutes ces obligations légales, a ce statut un peu particulier de service public, c'est qu'elle a une obligation morale, si vous voulez, de s'adresser à l'ensemble des publics en essayant d'exclure le moins de catégories possibles de la société française. Alors ça veut dire rassembler tous nos publics autour de nos programmes, ça veut dire aussi parler à chacun. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire segmenter, ça ne veut pas dire cibler telle ou telle partie de téléspectateurs pour s'adresser exclusivement aux uns ou aux autres. Donc de ce côté-là, on s'est aperçu que quand on élargissait le spectre de nos téléspectateurs, et notamment d'ailleurs pour le jeune public, eh bien, non seulement on progressait en audience, puisque évidemment nous avions plus de téléspectateurs autour de nos programmes, mais en plus de ça, on modernisait nos antennes, puisque on avait une capacité de répondre plus vite aux attentes, d'avoir un rythme différent et d'avoir des capacités à notamment communiquer sur le web beaucoup plus efficacement. Alors, vous me direz, ça a l'air évident et ça va mieux en le disant. Mais en réalité, au regard du dernier baromètre de la diversité du CSA, le baromètre 2017, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément très bon. Et quand je dis on, c'est on collectivement, toutes les chaînes de la TNT, notamment qui sont mesurées par le CSA, c'est-à-dire à la fois les chaînes privées et les chaînes publiques. Là où on n'est pas bon, c'est d'abord parce que, et là ça va vous parler forcément jeunes étudiants de l'IUT de Rennes, c'est que on s'adresse pas suffisamment aux moins de 20 ans, ça c'est une évidence. C'est une évidence également pour nous et d'ailleurs ça nous a obligés à nous réformer là-dessus et je vous dirai comment. On s'adresse pas du tout, le handicap est pas du tout représenté sur nos antennes, en tout cas pas suffisamment, de façon vraiment ridicule. Les catégories sociales les mieux représentées sur l'ensemble des chaînes du paysage audiovisuel français, ce sont les CSP+, donc une catégorie sociale élevée. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas suffisamment présente sur nos antennes. Et puis alors, vous savez que le CSA détermine les catégories blanches et non blanches, et on s'aperçoit qu'en fait les catégories les mieux représentées, et pour pas dire les prédominants sur les chaînes toutes publiques, privées confondues, évidemment, ils sont à 84% blancs. Donc, ce qui veut dire que
on devait progresser pas simplement sur un volontarisme affiché, mais en mettant en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de mesurer nos progrès ou mesurer d'ailleurs nos régressions. Alors, on s'est doté d'abord d'une organisation, et là, vous allez pouvoir changer de slide, voilà, pour être pragmatique, d'une organisation et d'un certain nombre d'outils que vous voyez affichés devant vous. Cette organisation, c'est-à-dire que nous sommes organisés d'abord en réseau de référents diversité, et là, vous allez pouvoir changer de slide tout de suite. En passant à la 3e slide, le référent diversité, c'est quoi ? Eh bien, c'est la personne qui est à la fois acteur et vigie de la diversité au sein de chaque chaîne du groupe, mais pas seulement, aussi à la direction de la jeunesse, à la direction des acquisitions, nouvelles écritures. Et ce réseau nous permet de nous réunir chaque mois et de proposer, de veiller à ce que les obligations légales soient réalisées, mais aussi de proposer, par exemple, des événements culturels qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de traiter sur nos antennes, mais qui vont au-delà, qui s'adressent plus aux jeunes, plus aux catégories auxquelles on n'a pas l'habitude de parler, et qui ouvrent un petit peu le spectre de manifestations culturelles qu'on traite sur nos antennes. Et d'ailleurs, en cela, vous pouvez avoir un petit exemple dans le slide suivant, je pense, qui va vous montrer un petit peu, ça c'est un exemple parmi d'autres, d'agenda culturel que nous on délivre chaque mois en réunion de référents diversité, quitte à ces référents à aller les porter au sein des chaînes et à proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de proposer. Et puis, on s'est aussi doté d'outils de mesure qui vont au-delà du baromètre du CSA. En fait, vous savez que le baromètre du CSA, il nous mesure 2 semaines par an. Nous, on a essayé de faire un baromètre interne qui mesure toute l'année les thématiques de nos programmes et leur incarnation. C'est-à-dire, en passant sur le slide suivant, vous allez peut-être comprendre, vous allez vous trouver face à un tableau. Et devant ce tableau, nous recensons les programmes dont les thématiques de diversité sont celles qui sont d'ailleurs celles du CSA, c'est-à-dire mixité sociale, diversité ethnoculturelle, handicap, égalité homme-femme. On remplit, si vous voulez, ce tableau à partir de tous les programmes, de toutes les chaînes qui nous transmettent un petit peu les thèmes principaux des programmes et leur incarnation. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire de statistiques ethniques au sein de nos animateurs, mais il s'agit simplement de signaler quand elle est incarnée, puisqu'on fait de l'image, hein, la télé c'est de l'image, donc quand elles sont incarnées par tel ou tel animateur, tel ou tel présentateur qui représente telle ou telle catégorie de la diversité sociale. Il est évident que l'idée n'est pas de trop catégoriser quand même nos programmes, mais de voir là où on pêche, là où on est faible, de ne pas traiter toujours les mêmes thématiques, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça, c'est un premier outil de mesure. Et puis alors le deuxième outil de mesure là qui nous a été demandé par le CSA, ça venait pas de nous spécifiquement, c'est un outil de mesure qui permet de mesurer la présence des femmes à l'antenne. Alors la présence des femmes à l'antenne, c'est pas simplement les animateurs, les intervenants, les experts, et je vous en parlerai plus tard, mais c'est aussi de signaler les programmes qui permettent de lutter contre les stéréotypes. Je suis sûre que vous avez un programme en tête dernièrement qui a un peu fait la polémique chez nous. Je parle notamment d'On n'est pas couché, et on signale les programmes qui luttent contre la violence faite aux femmes avec une journée dédiée à ce type de programme qui passe dans toutes les chaînes. En général, c'est le 25 novembre puisque c'est la journée de lutte contre la violence faite aux femmes pour laquelle toutes les antennes du groupe s'harmonisent pour traiter de ces sujets sur leurs antennes. Et puis vous savez que quand on fait des programmes, eh ben, il faut être 2 puisque nous sommes diffuseurs mais nous produisons pas en interne. Nous sommes d'ailleurs en cela le premier, France Télévisions, le premier soutien à la création audiovisuelle française, en France évidemment. Donc nous contractons, nous faisons des contrats avec nos producteurs, et dans ces contrats est insérée depuis maintenant 2014 une clause diversité, d'abord qui souligne notre engagement en faveur de la diversité, mais qui incite aussi les producteurs
à choisir des animateurs, des comédiens, à traiter de thématiques autour de la diversité et qui permettent de nous permettre collectivement d'avancer. Donc voilà, c'est un petit peu ce type d'outils. Alors on a aussi d'autres outils qui comment dirais-je, intéressent le jeune public, parce qu'on prend justement le téléspectateur depuis son plus jeune âge, notamment grâce à France 4. Et on a signé avec le syndicat des producteurs de films d'animation une charte qui permet dans les dessins animés, par exemple, de faire attention qu'il y ait parmi les héros de dessins animés autant de filles que de garçons. Cette charte a été signée en 2014 et fait partie d'une clause commune entre les syndicats de producteurs de films d'animation et nous. Et puis vous savez qu'on nous répète souvent une phrase qu'on entend, mais vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. On nous dit souvent, ah ben oui, mais quand on cherche des comédiens qui soient un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude d'appeler, ben on les trouve pas. Et quand on cherche des experts pour parler dans des émissions comme C'est dans l'air par exemple, ou précédemment Ce soir ou jamais, enfin sur les magazines d'information, ben on trouve toujours les mêmes, et ce sont toujours les mêmes avec le même point de vue, etc. Du coup, nous avons dit qu'à cela ne tienne, on va créer des répertoires. On a créé plusieurs répertoires. Alors là, je crois que je suis passée assez vite, donc je vais vous demander d'aller directement à la slide, que je vous dise pas de bêtises, pour montrer le répertoire, la slide 13, vous voyez, on est allé aller vite, mais je veux pas vous faire perdre trop de temps non plus. C'est un répertoire d'experts ou d'expertes femmes. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, expertes, voilà, expertes femmes. En fait, ce répertoire, alors on avait commencé par créer un propre répertoire interne, et puis on a vu que ce travail de collecte de dons, d'adresses, de personnalités était très long. Donc on a mutualisé nos moyens avec Radio France, et nous avons confié à une agence le soin d'alimenter ce répertoire et de trouver dans chaque secteur d'activité des femmes expertes qui pourraient enrichir nos antennes dans les émissions de débat, par exemple. On a fait exactement la même chose avec, et c'est la slide suivante, de façon plus large, qui s'appelle un répertoire d'experts diversité, hommes-femmes, de façon à élargir notre répertoire d'experts à des gens venant d'horizons différents, de milieux sociaux différents, de milieux géographiques différents, d'origines différentes, de façon à enrichir les différents points de vue qui peuvent apporter quelque chose de plus dans les débats que nous mettons en place. Donc tout ça, ce sont des outils à la fois concrets, j'en oublie certainement d'ailleurs, mais voilà un petit peu pour les outils. Et puis prochainement, alors pour sensibiliser les collaborateurs du groupe France Télévisions, nous allons mettre en place un e-learning, lutte contre les stéréotypes à l'antenne, de façon par exemple à prévenir des propos qui pourraient être tenus par nos invités, soit racistes, soit homophobes, soit xénophobes, ça peut arriver. Donc il faut que les animateurs, les chroniqueurs soient suffisamment prévenus et les bons réflexes pour pouvoir tout de suite arrêter des propos qui seraient discriminants. Et évidemment, c'est un kit de bonnes pratiques que, à partir de décembre, nous allons livrer aux collaborateurs du groupe. Donc tout cela, ce sont un certain nombre d'outils qui ont progressé au fur et à mesure de notre réflexion et qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus précis dans la mesure de nos programmes autour de la question de diversité. Alors, on a eu des bons résultats sur certains engagements, c'est-à-dire qu'on a 4 grands rendez-vous, de la journée des droits de la femme, la journée de lutte contre le racisme, la semaine des handicapés, la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes, qui permettent d'harmoniser nos antennes. Et puis, on a travaillé aussi sur des programmes courts qui sensibilisent nos téléspectateurs. Je vous ai envoyé d'ailleurs des liens que vous pourrez visionner, qui vous permettront justement de voir un petit peu à l'antenne, parce que c'est quand même de l'image, comment ça se traduit. Et par ailleurs, alors pour dialoguer avec les téléspectateurs, et c'est un peu ça qui nous manque parfois, de monter des plateformes
de dialogue et de témoignage autour du racisme, autour de l'homophobie, autour du harcèlement scolaire par exemple, et nous avons monté un certain nombre d'outils qui nous permettent d'approfondir le dialogue après une fiction comme Marion, 13 ans pour toujours. Je ne sais pas si vous l'avez regardé l'année dernière, qui a une audience très forte et qui a beaucoup perturbé notre public parce que c'était une fiction très forte. Nous avons eu également une fiction qui s'appelle Ne m'abandonne pas et qui était notamment, qui avait comme rôle principal Marc Lavoine et qui permettait d'expliquer comment un certain nombre de jeunes étaient radicalisés, venant de tout milieu, d'ailleurs de toute origine. Et ce débat a été donc prolongé par une plateforme de témoignage. Nous avons aussi des partenariats qui nous permettent de faire aussi appel à des talents extérieurs, soit par le biais de concours. Alors on avait demandé à Abdel Malik d'être le parrain d'un de nos concours qui maintenant est à sa 3e édition et qui s'appelle Filme ton quartier. Là aussi, je vous ai laissé le lien pour que vous puissiez regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, évidemment, nous participons à des concours comme Ciné Banlieue ou Talent en cours et nous diffusons en fait les produits de jeunes producteurs qui font sur 3 minutes des petits films, soit sur leur quartier, soit sur ce qu'ils ont envie de montrer à l'image, que nous récompensons, et à travers ces prix, nous diffusons les 10 premiers prix sur nos antennes France 2 et France 3. Alors, les résultats sont évidemment nets depuis 3 ans. Je vous propose de regarder effectivement par les slides que nous avons. Là, je suis allée un petit peu vite et pardon parce que c'est vrai que j'en ai certainement sauté beaucoup. Et je vous propose qu'on aille directement à la slide 20 et vous allez comprendre un petit peu ce qui a changé chez nous. 20 puis 21. Et vous verrez qu'on a d'abord travaillé sur les premiers rôles de séries policières avec Caïn, Shérif, avec Candice Renoir par exemple. Donc les premiers rôles ont évolué et puis on a multiplié aussi les thématiques. On a de plus en plus de premiers rôles de femmes, d'ailleurs de tout l'horizon. Et effectivement, on travaille de plus en plus sur la fiction. Pourquoi ? Parce que la fiction, en fait, c'est la meilleure façon d'impacter le public. C'est le genre pour lequel le public se représente le plus et évidemment adhère le plus. Alors, on n'a pas tout gagné pour l'instant. On a obtenu en 2014 un label qui s'appelle le label diversité qui est certifié par les normes AFNOR. Et puis, il a été renouvelé en 2016 et nous travaillons évidemment à ce qu'il nous soit à nouveau renouvelé en 2018 puisque c'est tous les 2 ans. Mais entre-temps, on a lancé un plan création, notamment pour s'adresser aux 15-34 ans. Et c'est là où on est le plus faible. Ça tombe bien que je sois en direct avec les étudiants de l'IUT de Rennes là-dessus, parce que le dialogue est important. Donc on lance une plateforme avec des web-séries, avec des documentaires format court, 5, 8 minutes, 13 minutes, sur des thématiques qui intéressent plus ce public et en espérant les faire venir sur nos antennes et à la fois aussi progresser et moderniser nos antennes. Alors, pour arriver à la dernière slide, qui est en fait le dernier sondage IFOP qui a été réalisé pour les chaînes de la TNT. Si vous l'avez en face de vous, vous verrez qu'on n'est pas si mauvais quand même par rapport au privé notamment. Là, c'est un petit peu vous allez me dire, de méthode Coué, mais en matière de diversité, on n'est pas si mauvais. Si ce n'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et notamment en matière de diversité ethnoculturelle et sociale, et c'est ce type d'objectif à quoi nous nous sommes attelés autour de notre plan création qui a été lancé dès le début de l'année et qui va se concrétiser en 2018 avec cette plateforme 15-34 ans, et puis avec une augmentation des fictions chez nous en access prime time et également en deuxième partie de soirée.
Voilà, je crois que j'ai un peu ramassé, pardon d'avoir été un peu longue, mais les outils dont nous sommes dotés pour pouvoir avancer sur ce thème. Merci Hélène Camouilly. Cette présentation nous permet de mesurer précisément comment la recherche de la diversité se met en place, via quels outils, quelles mesures et quels en sont les bilans. Je vais poser une question pour démarrer et je passerai le micro ensuite. Dans les autres pays qui travaillent à mieux représenter la pluralité de leur population, et notamment aux États-Unis, mais pas seulement, il y a eu un lien direct qui a été établi entre la diversification du contenu et la diversification des salles de rédaction. Là, dans ce que j'ai entendu, qui est réjouissant, puisque c'est quand même une tendance mise en place, il y a le regard est surtout tourné vers le contenu. Donc moi, j'aurais une question sur ce qui est fait pour faire ressembler vos salles de rédaction à la population française et à trouver, alors pas juste ressembler, c'est pas juste une histoire de mise en visibilité, mais pour trouver une pluralité d'expériences et surtout une pluralité de points de vue parmi les journalistes, puisqu'ici... C'est une question éminemment intéressante et qui est en fait le fond du problème. Et alors j'en parle à l'aise, non pas à l'aise, parce qu'en fait c'est mon domaine et à la fois pas mon domaine. Il y a un aspect RH, mais il y a un aspect effectivement diversité fort. Nous avons fait un certain nombre de castings. Alors pour ce qui est des présentateurs, que ça soit d'ailleurs rédaction ou animation. Donc nous avons fait un certain nombre de castings régulièrement. En 2011, en 2012 et en 2015 au niveau interne. 2015 parce qu'effectivement les sous manquants, on s'est appuyé sur le réseau régional et ultramarin, moi-même étant originaire de la Martinique, pour pouvoir travailler sur cette question et trouver et enrichir nos antennes d'animateurs différents, de présentateurs de journaux différents et de faire tourner un petit peu antenne régionale, antenne nationale. Donc ça c'est une première chose et là qui m'est totalement impartie. Pour ce qui est effectivement du recrutement des journalistes, il y a un gros travail qui a été fait notamment avec le CFJ, avec des jurys et Sciences Po, de façon à alimenter effectivement d'abord les CDD, les stages, et ensuite les intégrations. Et puis, je dois vous dire qu'il y a aussi ce qui était une association et qui est devenue une vraie institution aujourd'hui, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le Bondi Blog, avec lequel nous avons travaillé régulièrement. Et parmi les journalistes du Bondi Blog, nous avons recruté un certain nombre de journalistes très brillants d'ailleurs, qui alimentent notamment, je ne sais pas si vous regardez le journal de France 2, le 20h, qui alimente notamment la rubrique qui s'appelle l'œil du 20h. Et parmi l'œil du 20h, il y a une journaliste très brillante qui vient du Bondi Blog et qui justement a permis d'apporter, comme vous dites, ce regard, ces points de vue qui manquaient en tout cas très, très franchement, et qui aujourd'hui effectivement sont mieux équilibrés. Mais c'est aussi pour ça qu'ont été mis en place ces répertoires, c'est-à-dire que les personnalités qui délivrent le savoir sur nos antennes doivent avoir des points de vue différents. C'est comme ça qu'on crée le débat, et nous, nos téléspectateurs, ce ne sont pas des consommateurs, mais des citoyens, donc l'obligation morale est d'autant plus forte, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à vos questions. Si, parce qu'on est passé du contenu et de la mise en visibilité, ce qui est appelé étrangement incarnation, et on est passé de là à la pluralité d'expériences et de points de vue. Donc je vais passer le micro éventuellement à d'autres questions. Je me tourne vers la salle et je vous avertis. Je vous passe Tristan Matelas.
Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai été frappé par le décalage qu'il y a entre votre introduction sur le baromètre de la diversité du CSA et ces chiffres donc, que vous avez qualifiés d'insatisfaisants, et en même temps donc, ces très nombreuses mesures qui ont été prises à France Télévisions pour essayer de lutter contre cela. Donc, quels sont les éléments d'explication que vous pourriez trouver pour nous dire pourquoi, malgré les mesures prises, à l'échelle des chaînes françaises, les résultats en termes de présence, je crois que le CSA parle de présence des personnes blanches à l'antenne. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce résultat insatisfaisant? Je ne sais pas si j'ai été très clair. J'ai pas forcément la réponse. Pour être tout à fait juste, donc ce baromètre, il ne mesure pas seulement nous, il mesure aussi les chaînes privées, il mesure les chaînes de la TNT, donc c'est un vaste spectre quand même qui n'est pas simplement les chaînes du service public et de France Télévisions en particulier. Donc déjà, effectivement, ce n'est pas un baromètre qui nous est spécifiquement dédié, mais tout de même. C'est vrai qu'il y a encore, de mon point de vue, et je crois que c'est un point de vue assez bien partagé dans la maison, pas suffisamment de représentation de la société telle que nous la croisons dans la rue voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de photo en la matière, et je pense que là il y a un vrai travail à faire. Je vous prends un exemple, c'est vrai qui moi m'avait un peu perturbé quand j'ai participé à un débat dans un festival de producteurs, et un certain nombre de producteurs me disaient mais on ne trouve pas les comédiens de diversité différente. Bon, et moi je me souviens que quand je suis journaliste donc de formation, et j'ai exercé cette profession pendant 20 ans. Quand j'ai commencé donc dans une école de journalisme, on était beaucoup d'Antillais et j'entendais toujours des gens dire on trouve pas des journalistes antillais sur la place de Paris. Donc si vous voulez, je pense que pour les trouver, il faut les chercher déjà. Et il faut les chercher partout. Mais comme je crois que c'est pas seulement à la télévision, c'est dans beaucoup de domaines d'activité en France. C'est-à-dire qu'on va toujours au plus simple, on va toujours chercher aux mêmes endroits, et l'idée, c'est effectivement qu'on soit plus nombreux à proposer plus de choses. D'où ces répertoires, d'où ce travail avec les producteurs, d'où ce travail de casting. Je suis en train de monter avec un certain nombre de producteurs la possibilité de proposer aux producteurs et aux chaînes différents castings de comédiens venant de tout horizon, et plus on sera nombreux à le faire, et plus on va avancer. On a avancé depuis 3 ans, honnêtement. Il y a un vrai progrès qui a été fait. Maintenant, c'est largement insuffisant, en tout cas aux yeux des téléspectateurs, c'est très clair. Donc il faut qu'on puisse progresser franchement. Il ne faut pas que ça soit, si vous voulez, une caution un petit peu simple. Il faut que ça soit un vrai travail. Mais vous savez, la loi sur la parité homme-femme, la première loi était la loi Rocard il y a au moins 20 ans. On est quand même à 29% à l'Assemblée nationale de femmes. Donc le travail est long, et ça, je pense que c'est un certain nombre de personnalités, politiques ou autres, savent de quoi il en retourne. Donc, mais c'est vrai qu'il faut vraiment accélérer, parce que le fait on participe, en tout cas nous, télévision de service public, à cette cohésion sociale qui est indispensable, et cette lutte contre les discriminations qui est d'une urgence absolue. Et là, c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire. Je vous le cache pas. On avance pas assez vite. Mais je pense que là, il y a un certain nombre d'organismes, dont la commission Images de la diversité du CNC, dont le CSA, dont l'Observatoire du CSA. On a des liens permanents entre nous, et c'est vrai que et puis c'est vrai aussi que les animateurs, les comédiens
ont besoin d'être soutenus pour pouvoir avoir le cran parfois à pousser la porte pour dire mais je suis là, vous m'avez pas vu. Bon, il y a un certain nombre de réalisateurs, de producteurs qui font ce travail, pas suffisamment nombreux semble-t-il, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons inséré cette clause diversité. Alors, Réjeanne Sénac, je me permets de vous poser une question en faisant un parallèle avec l'analyse que font des collègues économistes, mais aussi qu'on fait en sciences politiques, qui permettent de comprendre pourquoi ça résiste autant, pourquoi les inégalités résistent autant, alors qu'on a l'air tous d'être de bonne volonté et de faire notre maximum. Alors, un des critères d'explication, et Françoise Milewski, une collègue de Sciences Po, avait écrit un article qui s'appelle « Pourquoi les politiques d'égalité sont-elles si peu suivies des faits ?» Une de ces explications, c'était de dire qu'on travaillait toujours par secteur de politique publique qui, des fois, étaient contradictoires les unes avec les autres. Et vous allez voir, je vais en venir ensuite aux médias et à la télé, mais c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une injonction d'égalité générale. Donc là, on est vraiment dans du politiquement correct. Aujourd'hui, personne ne va se dire contre l'égalité femmes-hommes en particulier, ou contre la lutte contre la discrimination. Mais ensuite, si on regardait par exemple la politique familiale, en réalité, la politique familiale portait de l'inégalité, en amenant les femmes à sortir de l'emploi quand elles avaient des enfants, par exemple, et était contradictoire, la politique familiale, avec la politique de l'emploi, par exemple. La question que je vais vous poser, c'est que quand on regarde France Télévisions, ce qui m'arrive, et quand on écoute d'autres exposés, on voit bien que vous avez concentré vos efforts, et ce qui est très intéressant en termes d'incarnation, sur les fictions. Et en effet, Shérif, Candice Renoir sont intéressants par rapport à ça, ou même un feuilleton, une série très grande écoute, Plus belle la vie, qui, on le voit, travaille sur des stéréotypes, voilà, la lutte contre l'homophobie, voilà, plein de choses. Par contre, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il peut y avoir, de la même manière que la politique familiale et la politique de l'emploi peuvent se contredire, quand on regarde, par contre, soit des émissions de variété, je ne citerai pas les animateurs, mais il y a certains animateurs qui, pour moi, incarnent tout, sauf la remise en cause du sexisme en particulier, ou des émissions politiques de débat, où là, on va être dans quelque chose qui ne va pas être de la déconstruction des stéréotypes, mais au contraire de leur mise en scène. Sans parler des phases de publicité où là on se retrouve avec une régression. Bon. Donc comment est-ce qu'on va se retrouver avec des messages complètement contradictoires, avec un téléspectateur qui soit va avoir le capital qui va lui permettre de jongler entre ces messages et de hiérarchiser, soit pas. Donc là, je pose la question de la cohérence du message qui est porté à différents niveaux. Et est-ce que quand on vous dit, par exemple, qu'il n'y a pas de femmes qui sont capables de parler d'économie, ou, et vous le savez puisque c'est prouvé par le CSA, on voit bien encore... Je serais incapable de vous dire ça. Non, mais que ça peut être un argument dans un certain nombre de débats, ou quand on voit que c'est pas seulement compter combien il y a de femmes ou combien il y a de personnes racialisées, mais qu'est-ce qu'on leur fait faire et qu'est-ce qu'on leur fait dire. Donc voilà, la question de la cohérence, c'est une vraie question. Alors, il y a plusieurs questions de votre question. La première étant la publicité. Alors là, on en parle à l'aise puisque vous savez que depuis comment dirais-je, 2010, en fait, nous n'avons plus le droit à la publicité après 20 heures, ce qui nous pose d'ailleurs des problèmes financiers très complexes. Donc pour ce qui est de la publicité, ça c'est clair, et puis on fait quand même attention à la publicité, mais la publicité c'est effectivement un peu à part, même si on a un droit de regard maintenant sur les annonces, qui n'était pas le cas avant. Après, pourquoi est fait ce répertoire d'experts? Parce que c'est les deux répertoires que je vous ai présentés, ce sont des répertoires qui sont exclusivement, comment dirais-je, centrés sur l'expertise. Donc, pourquoi on a fait un répertoire d'expertes femmes? C'est pour montrer effectivement l'étendue des champs d'activité et des champs d'expertise des chercheurs, des conférenciers, etc., qui sont à la disposition des chaînes de télévision, des rédactions, et qui peuvent piocher dedans pour tel ou tel sujet de façon à leur permettre de s'exprimer. Il sert à ça, ce répertoire. Et par ailleurs, le CSA est extrêmement vigilant maintenant, puisqu'il nous demande de progresser nettement. On est parti de 28% d'expertes
c'est-à-dire dans les débats, celles qui parlent économie, politique, sociale, etc., en tant qu'experte. On est parti de 28% représentés à 35% aujourd'hui sur nos antennes. Bon, c'est pas le nirvana, on devrait être à 50, il était même 51 si on reflète la représentation stricto sensu de la population. Mais c'est vrai qu'on a progressé en 4 ans comme on n'avait pas progressé avant, ça veut dire qu'il faut... C'est vrai, de la contrainte, du volontarisme, et c'est ce à quoi sert le CSA, c'est-à-dire qu'il nous oblige à compter, donc à progresser, et à signaler quand ces experts, puisque là on ne parle que d'expertise, et rien d'autre, et pas d'animateur, pas de témoignages sur l'éducation des enfants ou la consommation, on parle vraiment d'expertise. Donc, ce travail-là, il est en train d'être approfondi, fait avec effectivement la vigilance du CSA, mais aussi par notre propre initiative, celle des répertoires, et qui sont aujourd'hui à la disposition non seulement des conseillers de programme, mais aussi des rédactions. Et par ailleurs, effectivement, comme on compte à la fin, enfin sur l'ensemble de l'année, on est aussi sanctionné sur l'ensemble de l'année par l'analyse du CSA. Donc, de ce point de vue, je pense très franchement que sur la présence des femmes à l'antenne, globalement, et en particulier sur l'expertise, on a particulièrement progressé à France Télévisions. Vraiment, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, dans les domaines, d'abord, au sein de notre organisation, le COMEX est aujourd'hui chez nous majoritairement féminin. Nos antennes, si vous les regardez, il y a, je pense, une majorité d'animatrices féminines sur l'ensemble des chaînes du groupe. Quant au rôle dans les fictions, des rôles valorisants, elles sont aussi très fortement féminisées aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, je trouve que vraiment, on a fait un vrai effort. C'est moins le cas sur la diversité ethnoculturelle et sociale. Est-ce que j'ai répondu à... Parce que je pense qu'il y avait un autre élément de votre question, mais j'ai oublié la dernière partie. Il y a l'idée que sous des registres de festifs, un peu de soirées, d'animation ou de fêtes, on peut avoir... moi, je vais vous citer quelqu'un. Patrick Sébastien, pour moi, par exemple, là, je vais lâcher un nom. Patrick Sébastien, je ne vois pas comment on peut concilier les politiques d'égalité, de manière large d'ailleurs, et en particulier d'égalité femmes-hommes, avec le fait de donner des grandes antennes à Patrick Sébastien. Enfin, je veux dire, on pourrait en citer d'autres, mais non, mais là, c'est pour ça que je pose la question de la cohérence. Alors, honnêtement, il y a une cohérence. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une cohérence au niveau de nos antennes parce que vraiment on est extrêmement vigilants et notamment sur les dérapages. Et quand nous ne sommes pas vigilants, les téléspectateurs sont encore plus vigilants que nous et ça fait du buzz, comme on dit, de façon extrêmement forte. Ça, je pense que les derniers événements nous l'ont montré de façon extrêmement forte si on laissait passer un certain nombre de choses. Après, effectivement, on nous répond que la création, c'est la création, ce sont des producteurs indépendants, après on prend pas, on corrige, effectivement, on peut pas, c'est très difficile de tout lisser, mais honnêtement, il y a aujourd'hui une vigilance très forte sur les animations. Alors, il se trouve que c'est vrai que certaines pourraient choquer un certain nombre de nos téléspectateurs, et en général, ils nous le disent immédiatement. Mais il y a un travail en tout cas de veille beaucoup plus fort aujourd'hui, même si peut-être qu'il n'est pas satisfaisant à 100%, mais il y a un travail qui se fait et qui se fait en profondeur là-dessus, et si on ne le fait pas, de toute façon les téléspectateurs nous le rappellent très rapidement, je peux vous le garantir, que ça soit d'ailleurs sur la question du handicap, sur la question des femmes, sur la question de l'homophobie, il y a un vrai travail qui a été fait d'alerte là-dessus, en tout cas en interne. Il y a peut-être encore une question de Jacob van Sterkenberg, qui est un chercheur qui est spécialisé sur la couverture du sport, diversité et sport, et qui est des Pays-Bas et qui a une question à vous poser. Yeah, hi, I do this in English. If I understood you correctly, then I heard you say that the number of women increased in your as journalists, or does it?
Je vais. Ah. Maybe you can finish your question and then I'm going to translate, or is it finished? Sure. No, it's not finished yet. Almost. Okay, so make it short. Yeah. So the number of women I increased. don't understand anything, sorry. No English? I don't understand anything. Okay, but another person will translate. Well, yeah. Oui, je vais traduire au fur. Oui, je vais traduire au fur et à mesure, enfin quand on se passe un micro. Donc, le début de la question était qu'il avait compris que le nombre de femmes avait augmenté. Women journalists or women in programs generally? Well, I think she said that the number of women increased, but it's very difficult with ethnic minorities. So there are not so many ethnic minorities. So I was wondering, why is it more difficult to get ethnic diversity, for instance? Why is that specifically difficult compared to gender, for instance? Okay. Donc, il a compris qu'il y avait eu un progrès dans la représentation des femmes au sein de France Télévisions, mais qu'il y avait la représentation des minorités ethno-raciales qui n'avaient pas suffisamment progressé. Donc, il voulait savoir s'il y avait un blocage. Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'un et l'autre n'aient pas progressé de la même façon? Je vous entends un petit peu moins bien, mais je comprends globalement la question. La différence entre l'évolution des femmes et la stagnation relative de la diversité ethnoculturelle. Je pense qu'il y a eu peut-être un lobbying plus fort. Je ne sais pas forcément la solution, mais je pense qu'il y a un lobbying plus fort au niveau des femmes. Au plus haut niveau de l'État, d'ailleurs, quelle que soit d'ailleurs l'alternance, et un travail qui a été déclenché depuis plus longtemps. Je pense qu'au niveau de la diversité ethno-culturelle, il y a encore un gros travail à faire. Le lobbying n'est pas peut-être suffisamment important. Et là, c'est vrai que c'est vraiment important que nous le fassions si on ne veut pas aboutir, ce qui est un petit peu déjà le cas, à une société totalement segmentée et fracturée. Et là, évidemment, je prêche, comment dirais-je, un peu, pas pour ma paroisse, mais je suis un petit peu concernée dans l'affaire, et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a des freins qui sont dus sans doute à notre société, je ne sais pas. Il faut trouver, mais il y a un vrai travail à faire là-dessus qui est en train de progresser, puisque on a un petit peu évolué, je pense, au niveau du cinéma, on a vraiment progressé, on a progressé au niveau des écoles. Au niveau aussi des écoles de cinéma, on n'a pas peut-être encore suffisamment progressé dans les fictions télévisées, mais ça commence. On a par exemple une fiction qui sera diffusée au début 2018 et qui comment dirais-je, va révéler, de mon point de vue, pour avoir déjà vu cette fiction en avant-première, des acteurs noirs exceptionnels. Je pense qu'ils vont faire une carrière fabuleuse. Ce film s'appelle Le Rêve français, donc je vous avertirai de sa diffusion sur France 2 en début d'année, et qui a déjà eu un prix d'ailleurs au Festival de fiction de La Rochelle en septembre, et le premier prix d'ailleurs a été attribué à l'acteur Yann Gaël, qui est exceptionnel, qui avait déjà joué dans Duel au soleil chez nous, une série. Et donc je pense que tous ces acteurs-là vont percer parce qu'ils sont bons. Ils sont très bons, il n'y en a pas suffisamment mis en scène, mais en tout cas je pense que ça va révéler de jeunes acteurs exceptionnels. Alors après, effectivement, il faut pouvoir faire en sorte que ça soit plus fréquent, et j'ai pas la solution, si ce n'est les freins dus à notre société fracturée, et c'est vrai que là il faudrait une expertise plus grande que la mienne pour pouvoir analyser ça correctement. Une question dans la salle, une question parmi les étudiants en journalisme ou... Oui. Je voulais revenir sur un point de votre exposé. Vous avez parlé du travail fait entre les producteurs de films d'animation et France Télévisions sur la représentation des personnages féminins. Du coup, je voulais savoir s'il y avait un travail aussi qui était fait par rapport à la façon dont les personnages féminins étaient représentés
parce qu'ils sont souvent représentés de façon sexiste, et de même pour les personnes issues des minorités, qui sont souvent cantonnées à des rôles qui reproduisent un peu les clichés qu'on a déjà en tête. Merci. J'entends pas bien la fin de la question, mais en gros, je comprends sur le travail des rôles. Vous savez que le CSA, lui, travaille sur le côté valorisant des rôles ou dévalorisant des rôles. Nous, on a fait ce même travail pour ce qui concerne justement les femmes dans les premiers rôles féminins, qui soient dégradants ou valorisants, que les femmes soient représentées soit par comme chefs d'entreprise, comme dirigeants d'entreprise, commissaires, ou au contraire simplement femmes au foyer ayant un rôle passif. Et donc on fait très attention à ça et on suit ces rôles-là, on fait un travail sur ces rôles-là. Donc là, il y a un travail vraiment d'étude qui a été lancé chez nous là-dessus. Et pour les rôles, je vous ai montré le tableau tout à l'heure, il y a toute une partie commentaire dans ce tableau de suivi pour laquelle on détermine si le premier rôle, par exemple, est tenu par un représentant de la diversité ethnoculturelle, comme on le dit, je vois par exemple Chérif, qui est un commissaire d'origine maghrébine, qui a un succès fou, qui a une audience chez nous extrêmement forte et qui a une image non seulement valorisante par son rôle, par son actif, mais aussi qui est une façon d'exercer son métier un peu différemment, à l'écoute des différents protagonistes, prévenus, non prévenus, etc. Donc on réécrit les rôles de la même façon que pour Candice Renoir, qui est aussi un commissaire de police. Et bien aussi on a introduit le fait non seulement que ça soit une commissaire de police qui gère toute une équipe d'hommes et avec maestria, mais en plus qui n'occulte pas ces problèmes de chef de famille monoparental avec ces difficultés de femmes, etc. Donc, en fait, on essaie de construire des rôles qui ne soient pas des rôles factices, qui soient quand même des rôles qui ont référence à la réalité, mais qui soient des rôles valorisants, comme on en a aussi dans la vie. Donc, c'est un petit peu ça que l'on construit. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de séries qui sont en chantier et qui vont faire la part belle dans les mois qui viennent à la diversité ethnoculturelle, et que nous contribuons à valoriser en faisant des projections, en invitant beaucoup de monde et en faisant de la promotion de ces séries. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonjour, moi j'ai une question sur le lien que vous faites souvent entre l'origine des personnes et le terrorisme. Dans les journaux télévisés, on met souvent en avant l'origine des terroristes qui commettent des attentats, quand on ne le fait pas nécessairement quand c'est des actes terroristes qui ne sont pas islamistes. Souvent quand c'est des actes terroristes qui ne sont pas islamistes, on met en avant le fait que la personne soit dérangée mentalement, alors que... Pardon, on a été coupé. Ah, ok. Excusez-moi, je vous... D'accord. Je la refais. Alors, je disais, on met souvent en lien le terrorisme islamiste avec l'origine des personnes qui commettent ces attentats, alors qu'on ne le fait pas nécessairement quand c'est un acte terroriste qui n'est pas islamiste. On va plutôt parler de quelqu'un qui est dérangé mentalement, alors que quand ça va être Salah Abdeslam, par exemple, qui a commis les attentats, on va automatiquement le lier à son origine. Et vous avez fait de même dans le film Ne m'abandonne pas, puisque le personnage principal était d'origine algérienne, si je ne me trompe pas. Comment vous faites pour justement essayer... En fait, il y avait Ne m'abandonne pas, non, Ne m'abandonne pas, il y avait deux familles, et c'est en ça que c'était intéressant. Deux familles d'origine sociale et ethnique différentes. Une dont le père était galliériste, qui était joué par Marc Lavoine, qui était un jeune, blanc aux yeux bleus, blond aux yeux bleus, qui était parti faire le djihad, et une famille dont la fille était fille de deux médecins,
je ne sais pas si vous vous souvenez, et dont la fille était élève de Sciences Po et qui avait été séduite par le djihad via Internet. Donc c'était très important justement qu'on montre que c'est pas simplement les milieux défavorisés et d'origine maghrébine et arabe qui soient comment dirais-je, la cible privilégiée des djihadistes, puisqu'on sait maintenant en plus que c'est faux. Donc c'est vrai que ne m'abandonne pas, plus tous les débats qui ont suivi derrière, si vous les avez suivis, plus la plateforme de témoignage, a eu pour objectif de démontrer exactement ce que vous dénoncez, et vous avez raison de le faire. Et par ailleurs, on a eu un certain nombre de débats derrière autour de ça, parce que effectivement, cet amalgame est fait de plus en plus fréquemment, et je reconnais, absolument insupportable, et le délit de faciès s'accélère dans ces cas-là de façon exponentielle. Donc vous avez raison de le souligner, mais nous faisons vraiment un travail d'écriture pour lutter contre ça. C'est vrai. J'ai vu le film... c'est bon. J'ai vu le film Ne m'abandonne pas pour le coup, et je reconnais qu'il y a eu qu'on a essayé de casser certains stéréotypes, mais il y avait quand même d'autres stéréotypes qui étaient présents. Et malgré le fait que la fille soit issue d'une famille qui ait une classe sociale assez élevée, elle avait toujours une origine, donc il y avait toujours ce lien quand même qui était connecté à l'origine. Et je reviens sur les journaux télévisés. Comment vous discutez avec les journalistes pour essayer justement de pallier ça et de faire en sorte que ça n'arrive plus, de mettre en lien l'origine des personnes avec leurs actes, les actes commis. Voilà. Alors, c'est vraiment une question intéressante. C'est vraiment notre travail quotidien. Alors, je ne travaille pas directement, enfin, plus ou moins directement, mais je ne suis pas rédacteur en chef, donc je ne participe pas à leurs débats, mais je sais qu'il y a des conférences de rédaction où il y a des débats très importants autour de ça, et ils font très, très attention à ce que les angles des sujets soient suffisamment précis là-dessus. Mais c'est vrai que le travail n'est pas parfait, et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on met à disposition, si vous voulez, des rédactions, mais pas seulement des rédactions, des conseillers de programme aussi, ce e-learning des kits de bonnes pratiques pour faire acquérir des réflexes qui ne sont pas évidents pour tout le monde, vous voyez, et ça on le vit aussi dans la population, hein, donc je sais de quoi vous parlez, et pas simplement à France Télévisions, mais nous avons évidemment une responsabilité plus grande, puisque nous véhiculons des images, donc nous véhiculons des représentations. Donc c'est vrai que c'est un sujet. C'est vrai que c'est un sujet. C'est pour ça que, si vous voulez, nos partenariats avec Ciné Banlieue, Talent en cours, Le Bondi Blog, tout ça c'est important, parce que ça nous permet de dialoguer avec des gens qui sont extérieurs à notre organisme et qui nous enrichissent. Et ce travail-là, effectivement, il faut l'accélérer, mais c'est vrai que c'est important. Vous avez raison. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour revenir quand Madame Sénac, vous avez demandé, si vous, de temps en temps, vous n'aviez pas tendance à laisser parler pas mal des gens qui ont des comportements pas appropriés, de peur de les froisser ou parce qu'ils font de l'audience. Et en fait, vous avez dit, de toute façon, nous, déjà, on fait attention, et quand on le fait pas, il y a régulièrement les audiences qui nous le font remarquer. Et en fait, je voulais... Pas seulement les audiences. Non, pas les audiences, pardon, les téléspectateurs. Et en fait, je voudrais vous demander, parce que par exemple, pour les JO de Sochi, puisqu'on est sur le sport, il y avait Philippe Candeloro qui avait été épinglé pour des remarques extrêmement sexistes. Et il y a le CSA qui avait averti France Télévisions. Et à l'époque, donc Daniel Bilalian, qui était le directeur des sports à France Télé, avait apporté son soutien en parlant d'excès d'enthousiasme, de bonheur et de plaisir, de rire autour d'événements qui ne sont que du sport. Et il me semble, pour les JO d'hiver 2018, voilà. Et pour les JO d'hiver 2018, il me semble que Philippe Candeloro retourne comme commentateur. Donc je pense que c'est vrai que vous essayez de réagir, mais c'est pas non plus toujours le cas. On lave, pour tout vous dire, on lave notre linge en famille, voilà. Mais des choses extrêmement fermes ont été dites en interne.
On ne raconte pas toute notre vie de fonctionnement interne à l'extérieur, mais en tout cas, il est à parier que les choses ne se reproduiront pas. Voilà, je l'espère en tout cas, parce que des choses ont été très recadrées en interne, et notamment pour ça, pas seulement pour ça d'ailleurs, mais notamment pour ça. Je me souviens de cet épisode, effectivement. Et c'est très très bien si c'est recadré en interne et que ça change ensuite, mais je pense que c'est pas normal que la direction de France Télévisions apporte son soutien à ce moment-là à ces personnes. Et en plus, Philippe Candeloro et Nestor Montfort, dans des interviews ensuite, ont blâmé la bien-pensance, etc. Donc ils n'ont pas spécialement l'air de s'en vouloir. Alors j'espère que ça s'arrêtera, mais ils ont pour l'instant, si publiquement la direction de France Télévisions ne prend pas position, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen de faire. La direction de France Télévisions a pris position. Le directeur des sports s'est exprimé ainsi, mais la direction de France Télévisions a pris position. Alors, cette direction n'est plus la même aujourd'hui, mais à l'époque, elle avait pris position après le directeur des sports. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, en plus, la force, très honnêtement, on va se dire les choses franchement, la force, c'est la force aussi du téléspectateur de s'émouvoir et de nous remettre dans nos cordes. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et il le fait par les différents moyens que vous connaissez sans doute mieux que moi, parce qu'effectivement, il y a des outils aujourd'hui qui n'étaient pas aussi opérationnels, en tout cas comme feedback qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est un curseur très important pour nous, parce que sans téléspectateurs, on ferme. Bonjour. Alors moi je voudrais vous revenir sur un terme que vous avez utilisé un petit peu plus tôt, le terme de lissage des programmes. D'abord je voudrais juste savoir ce que vous entendez en utilisant ce terme-là, et enfin je voudrais savoir si vous n'avez pas peur des nombreuses conséquences que pourrait avoir un tel lissage sur au final la diversité ou la recherche de diversité des programmes. Je me suis mal exprimée, pardon. Je veux dire harmonisation des programmes. Quand je vous disais harmonisation des programmes, c'était par rapport à un événement, par exemple. Quand on quand on s'engage sur la journée de lutte contre le racisme, l'ensemble des programmes de nos chaînes, si vous voulez, essaient de programmer sur leurs antennes des programmes qui abordent cette question de lutte contre le racisme. Donc effectivement, j'ai peut-être eu un mot impropre, pardon. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Donc, on ne peut que vous remercier de... Pardon ? Vous ne m'entendez plus ? Je vous entends pas très bien. Il n'y a plus apparemment de questions dans la salle. Donc, il me reste à vous remercier au nom des personnes qui ont organisé ce colloque de vous être prêtés au jeu, présenter la cuisine interne, peut-être pas lever le voile sur tous les conflits internes, mais en tout cas les outils qui ont été établis pour essayer de tendre vers une représentation plus ajustée de la société française. On est au démarrage, donc je vous remercie au nom des personnes qui ont organisé le colloque. Au revoir. Merci. En tout cas, merci à vous, et je voulais vous dire que, évidemment, nous, pour progresser, on a besoin de vous aussi. C'est pour ça que je me permettrai de rester en contact avec l'IUT et les étudiants en particulier, parce que c'est vrai que ce retour de regard, évidemment, nous aide à progresser. Donc c'est pour ça que votre avis, votre opinion sur nos antennes nous intéresse. Voilà, nous avons un certain nombre d'ailleurs d'outils autour de ça, mais évidemment, ça nous intéresse. C'est Béatrice. Merci, là, en tout cas. on avait convenu, mais ce serait intéressant, comme on en avait commencé à en discuter, que vous veniez nous rendre visite pour approfondir le discours, la discussion avec les étudiants du DUT journalisme de Lannion, pour effectivement un petit peu en off, comme on dit, on puisse creuser un peu les questions qui sont plus difficilement abordables quand on est notamment diffusé. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment bien volontiers. Et à très bientôt. Bien volontiers. Merci. À bientôt. Au revoir.
Comment? Ah, d'accord. Ok, alors comme on était sur une phase de questions, on va poursuivre sur cette phase-là et afin que vous puissiez poser des questions aux trois intervenants qui vont retourner leur fauteuil pour vous faire face. Donc là, il s'agit de retrouver vos notes sur la première phase de l'atelier pour poser des questions. Bon alors je vais poser la première pour démarrer. Ah non, là il y en a... Ah ben non, je préfère laisser la parole. Alors, c'est une question que j'aimerais poser à Réjeanne Sénac, mais après, peut-être que Yago pourrait répondre aussi. Je ne sais pas comment prononcer votre nom, désolée. C'était par rapport à ce qui s'était passé avec l'affaire de la sextape de Valbuena avec Karim Benzema. Il y avait eu Karim Benzema qui avait fait une interview avec TF1 et qui avait parlé d'un racisme d'État vis-à-vis de sa condition et du fait qu'on parlait souvent de son origine par rapport aux actes qu'il faisait et que si c'était arrivé à d'autres de ses collègues, son affaire, peut-être qu'il n'aurait pas eu le même traitement médiatique et le même traitement de la part de son entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez de ses propos et de ce qu'il a dit? Alors, je vais vous répondre en vous parlant d'un cours que je fais à Sciences Po Paris sur le cas de l'affaire Orelsan. Donc, Orelsan est un petit blanc, si on reprend des catégories de fiction politique, de catégorisation, qui fait du rap. Et donc un genre musical qui est plutôt associé à des personnes racisées. Et là, ça permet d'articuler sexisme et racisme. On voit bien que le rap est perçu comme... On le voit bien dans la motivation de la relaxe d'Orelsan en deuxième instance, où il est dit dans les motivations pour le relaxer alors qu'il avait été condamné en première instance pour incitation à la haine et à la violence envers les femmes. Au motif que Orelsan se dit non sexiste, mais il a une forme de responsabilité dans la diffusion, et donc ça renvoie aussi à la question sur le lissage des programmes. En termes de liberté d'expression et de création, il y a un véritable enjeu sur ce qui est de l'ordre de la liberté de création et de la responsabilité sociale et politique quand on est dans une logique de diffusion. Et c'est intéressant de voir que les diffuseurs ou les chaînes comme France Télévisions se posent cette question-là. C'est-à-dire que le filtre, il est celui-là. Qu'est-ce que ça porte en termes de responsabilité sociale et politique? Et comment est-ce qu'on va considérer que c'est contradictoire avec des principes fondamentaux, et en particulier avec les principes d'égalité, la lutte contre les discriminations, l'incitation à la haine et à la violence? Dans les motivations pour la relaxe d'Orelsan, le juge dit, pour le faire assez bref, que pour une génération, donc vous allez voir la vision qu'il a de la génération à laquelle vous appartenez, pour une génération, alors c'est pas le terme de désœuvré, mais voilà, qui est pleine de frustration, voilà, en particulier pour les jeunes hommes, il faut des expressions de catharsis, et que le rap est une forme de catharsis. Il y a donc cette idée de liberté de création et de diffusion renforcée, parce qu'il y a un besoin, toujours dans cette logique, pour éviter l'implosion sociale, pour porter la cohésion sociale, qui est des lieux comme ça d'expression, voilà, même d'incitation à la haine, la violence envers les femmes. Avec la dimension raciste, de penser que des jeunes qui écoutent le rap, donc qui sont plutôt racialisés ou qui viennent de quartiers populaires, ont plus besoin que les jeunes de classe favorisée d'avoir ces lieux de catharsis. Lieux de catharsis qui s'appliquent contre les femmes, bien entendu. On peut dire que donc c'est une forme de motivation raciste, hein, d'avoir ce type d'argument. Pour donc les principes de justification, ou le fait de dire on me tape plus dessus parce que je suis de telle origine sur cet enjeu-là, je leur enverrai à l'affaire DSK. Alors, vous me direz, l'affaire DSK, peut-être que c'est grâce aux États-Unis si ça a émergé. Il y avait une tolérance sociale sans doute plus grande pour cet homme-là, qui était perçu comme un homme
intelligent, un homme intouchable, un grand économiste, un grand politique, et de qui on acceptait beaucoup de choses, et en particulier le droit de cuissage à la française, ou le fait que les femmes devaient sans doute être flattées quand elles devenaient sa proie. Donc là, on est sans doute dans une forme de reproduction des droits que l'homme blanc avait sur les femmes, quelle que soit l'origine de ces femmes. Voilà. Donc je pense qu'en effet, il y a un héritage qui est un héritage de la tolérance sociale à une certaine forme de domination des hommes blancs sur les autres groupes et en particulier sur les femmes. Et qu'on va moins l'accepter pour un certain nombre d'autres catégories, et en particulier les travaux de Nassira Ghenif sont assez intéressants là-dessus, cette idée d'enfermer le sexisme chez les chez les racialisés, en stigmatisant les machos qui ne sont que les machos musulmans et qui permettent de laver de cette suspicion-là les hommes blancs qui, eux, sont les détenteurs des Lumières et donc de l'égalité femmes-hommes, alors que les Lumières ont porté l'ombre sur les femmes pendant des siècles et des siècles. Donc je pense que c'est un argument qui est tout à fait intéressant d'un point de vue théorique et historique. Quand j'ai dit cela, ça ne constitue en aucune manière une excuse pour ce que peuvent faire, ce qu'il a pu faire, ou une manière d'alléger. Donc il ne faut pas que ce soit non plus un récit pour se sortir de tout principe de justification de sa part. Mais il est vrai que la manière dont on va être jugé dans nos comportements quand on est de telle origine sociale, quand on est de telle origine ethnoculturelle, ne sera pas la même quand on est de tel sexe. Donc ça, c'est très intéressant. C'est tout ce qu'on travaille dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on n'est jamais catégorisé uniquement comme homme ou femme ou comme personne de telle ou telle origine. Il y a toujours un entrecroisement et on ne va pas attendre à la même chose en termes d'authenticité, de conformité, de normalité quand on est une jeune blanche bourgeoise ou une... alors après, ça va être des catégorisations, ou une jeune beurre, voilà. Donc là-dessus, il a raison. Mais ce n'est pas pour autant que ça le met en dehors de tout critère de jugement. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant, mais en même temps, ça montre aussi la manière dont il arrive à se déresponsabiliser en uniquement étant dans une lecture critique du regard des autres, mais pas de ce qu'il véhicule lui en tant qu'acteur public et en quoi il a une responsabilité en tant que donnant à voir un certain nombre de comportements. Tristan, tu évoquais dans ton exposé, ta présentation, le ratio de représentativité des diversités ethnoculturelles, en faisant le constat que ça stagnait grosso modo. Mais la réalité de leur représentation dans la société globale, est-ce que ça stagne aussi ou pas? C'est difficile à dire en l'absence de statistiques. On est dans la République une et indivisible et on ne peut pas avoir de statistiques précises en la matière. Donc l'un des problèmes que reconnaît le CSA, que reconnaît Memona Interman, c'est de ne pas pouvoir adosser les statistiques qu'ils produisent dans le baromètre aux statistiques de la société. D'accord, d'un point de vue formel, mais est-ce qu'on n'a pas une approche de ces statistiques par différents travaux de recherche ou autres? C'est-à-dire que là, oui, mais... oui, tu peux approcher, mais bon, ça n'a pas beaucoup de... Ce que l'on voit qui était intéressant dans le discours de cette représentante de France Télévisions, c'est que ces politiques de la diversité, si tu veux, elles résonnent largement en termes quantitatifs. C'est-à-dire que la rationalité de ces politiques, c'est il faut ajouter de la couleur dans des écrans trop blancs. D'accord ? Par contre, ce qui apparaît intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
il y a des décalages entre les efforts qui sont faits dans certains segments. La remarque de Réjeanne était très juste. Oui, dans le secteur de la fiction, il y a eu des progrès, mais quid de la question de la fiction? On peut faire, donc la question était posée à propos des femmes. Donc on peut faire la même remarque pour les minorités ethno-raciales. Oui, il y a des nouveaux commissaires dans les feuilletons de France 2. Mais pendant ce même temps, donc on a rajouté, si tu veux, en termes statistiques, et donc on obéit aux critères du CSA, il faut qu'on fasse monter le pourcentage de personnages perçus comme non blancs, mais dans le même temps, dans les informations, on a des logiques de production de l'information qui font que structurellement, on va être conduit à présenter ces populations, et là on n'est plus dans le quantitatif, on est dans le qualitatif, on va être conduit à présenter ces populations sous une forme qui, à un moment ou un autre, va être dévalorisante à l'aide de stéréotypes, à l'aide d'associations avec des éléments qui sont connotés très négativement, etc. Donc il faut, si tu veux, pour casser ce schéma de la diversité, l'idée qu'on va réformer les choses à travers l'augmentation quantitative de personnages de couleur, il faut s'intéresser à une dimension plus qualitative. Parce qu'après, il faut voir quels sont ces personnages de couleur. Il faut faire une sociologie de ces personnages de couleur. Et si tu fais une sociologie de ces personnages de couleur, tu vas être dans le constat que ces personnages de couleur, tiens, ils ressemblent étrangement à l'image que l'on se fait de la minorité ethno-raciale telle qu'elle devrait être. Et donc le résultat que cela a, et c'est le résultat un petit peu embêtant de ces politiques de diversité, c'est qu'on valorise une certaine image des minorités ethno-raciales, et en valorisant cette image des minorités ethno-raciales, on aboutit à la condamnation des autres, qui ne correspondent pas à l'idéal que l'on a forgé de bonnes minorités ethno-raciales. Est-ce que j'ai pas répondu directement à ta question? Oui, mais s'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre. Et la réponse était très intéressante. Jean-François Diana de l'Université de Lorraine, c'est une question qui pourrait s'adresser à vous quatre. Si on s'adosse à l'exemple nord-américain qui a été, non pas précurseur, mais qui très tôt a affiché, a organisé la visibilité des minorités dès les années 60 dans les fictions, je ne parle pas du sport que je mette de côté, et avec le résultat qu'on connaît, quant à l'inscription sociale des individus issus de la minorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de l'impuissance des médias, justement, comme force, processus intégrateur de ces dites diversités, sachant que l'identité médiatique, finalement, les concernant, serait le terme est fort, mais de les réduire à un trait. Par exemple, un noir américain serait résumé à un trait. Un immigré maghrébin serait résumé à un trait. Un hispanique serait résumé à un trait. Il y a eu, dès les années 60, des commissaires, il y a eu des avocats dans les fictions, etc., etc. Mais pour autant, ça n'a pas apporté des solutions quant à l'ordinaire et à la vie quotidienne de ces dites minorités. Donc, comment on peut penser l'articulation entre l'écho, la résonance des représentations médiatiques et l'impact dans les dites sociétés? Voilà. Donc je vais commencer puisque la question s'adressait à nous quatre. Je pense qu'il faut faire attention avec ces questions de diversité parce qu'elles font écran au phénomène. Et donc un des écrans à la compréhension, c'est
le fait que donc tous ces discours sur la diversité dans le domaine médiatique, ils tendent à exclure une réflexion sur les raisons structurelles de cela. Et ça répond à comment faire. Moi, je ne peux pas dire comment faire. Je ne sais pas comment faire. Par contre, je sais ce qu'on peut faire, c'est se pencher sur les raisons structurelles qui expliquent cet état de fait. Et j'ai été frappé par les réponses qu'elle a données. Pour expliquer la différence entre la bonne amélioration de l'image des femmes et celle comparativement à celle des minorités ethno-raciales, elle a dit les femmes disposent de lobbies plus puissants. Étonnant quand même d'entendre ça. Un peu court comme explication. Après, elle a parlé en termes très généraux. Bon, c'est lié à une certaine culture française. Donc là, on a un élément d'explication. La difficulté que l'on a à représenter les minorités ethno-raciales en France, eh bien, on puisera l'explication en partie dans l'histoire, et dans l'histoire coloniale et la façon de vivre le présent post-colonial de la France. Donc ça, c'est un, si tu veux, c'est une macro-explication. Maintenant, la macro-explication, elle pourrait se décliner de façon plus micro dans les rédactions, pour voir comment est-ce que ça fonctionne, clairement. Il y a eu en 2004 un colloque organisé à l'Institut du monde arabe sur la diversité. C'était le premier grand colloque organisé sur cette question. Ce qui était intéressant dans ce colloque, c'est qu'ils ont invité des professionnels pour dire. Et il y a une productrice travaillant pour TF1 qui a mis les pieds dans le plat, s'énervant sur le blabla sur la diversité. Et elle a dit, écoutez-moi la diversité, je vais vous dire comment ça se passait à TF1 avant le début des années 2000. Lorsqu'on venait avec des scénarios avec des Noirs ou avec des Arabes, c'est comme ça qu'elle en parle, dans le rôle titre, on nous refusait les financements. C'est comme ça. Donc ça, c'est un élément structurel. Tu vois ? Donc maintenant, on manque d'études pour voir comment ça se passe dans les rédactions. Au-delà du discours qui nous a été donné ce soir, on a mis en place des tas d'outils et ça va s'améliorer parce qu'il y aura un peu de shérif par là et puis il y aura un peu de... C'est ça qui nous manque. Donc je ne sais pas comment faire, mais je sais comment comprendre le problème. Et pour cela, il faut s'interroger, non pas sur comment est-ce qu'on peut rajouter de la couleur, mais sur les mécanismes qui expliquent. Depuis maintenant, ça fait 17 ans qu'on a que la question est soulevée officiellement. Au CSA, Hervé Bourges prend conscience de ce problème à partir de 1999, très exactement. Première rencontre avec le collectif Égalité. Donc ça fait 17 ans qu'on tourne autour du pot à coup de « il faut augmenter la couleur », sans s'interroger sur les mécanismes qui expliquent le fait que depuis 17 ans, il y a eu des progrès, il y a une prise de conscience, on le voit, il y a une prise de conscience dans les chaînes. On ne fait plus comme avant, il ne faut pas non plus ignorer ça. Mais il reste des obstacles et sans s'interroger sur les mécanismes structurels qui expliquent ces obstacles, on n'avancera pas autant qu'il le faudrait sans doute. Je veux bien poursuivre sur ce que tu ouvres là, c'est-à-dire les mécanismes structurels et comment l'information se produit. Pour ma part, c'est là où je biaise pour placer ma propre recherche. C'est dans ce vide-là que je me suis placée et j'ai travaillé à voir quelle avait été l'évolution de la visibilité des citoyens noirs dans un grand média de masse, et je l'ai mis en parallèle sur 30 ans, parce que je voulais voir les choses prennent du temps. Je rejoins Tristan et sur la force d'une étude diachronique, voir sur le temps ce que les journalistes noirs américains avaient pu réussir à faire dans des salles de rédaction à dominante blanche.
Donc, et j'ai un point de vue beaucoup plus optimiste que celui qui est contenu dans ta question, où tu dis, bon, bah alors si depuis les années 60, les médias d'information américains ont intégré des journalistes issus des minorités, minorités ethno-raciales et autres minorités de sexe, de religion, etc. Il y a vraiment une politique volontariste. Alors, juste pour donner une petite info, pour éclairer un peu ce qui se fait en France. Déjà, en France, on a le regard centré sur la télévision pour une raison que je ne m'explique pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'ensemble des médias qui ont été travaillés, la radio, la télévision et la presse écrite. Et c'est la presse écrite qui, la première, sans avoir une structure supérieure imposant une politique volontariste, ce sont les directeurs des quotidiens de journaux qui ont décidé d'intégrer, au sens propre du terme, c'est vraiment le terme qui s'emploie, d'intégrer des journalistes issus des minorités afin d'obtenir en 2000 une représentation à la hauteur de leur représentation dans la population. La présence de journalistes issus des minorités et des femmes dans les salles de rédaction a considérablement augmenté. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce taux-là, mais ils ne l'ont pas abandonné pour autant. C'est reporté à 2050. Mais on est passé dans les années 60 de 1% de journalistes noirs américains dans les médias à plus de 13-14%. Donc il va y avoir... Alors, après, ça ne change pas la société. Par contre, je peux donner quelques exemples de ce que ça peut changer. C'est que les journalistes noirs américains que moi j'ai interviewés et dont j'ai pu travailler le travail sur 30 ans, ils ont pu modifier diverses choses. Faire sortir la visibilité des citoyens noirs américains d'un cadre de conflit interracial, par exemple. Leur donner une visibilité de citoyen normal. C'est-à-dire un sujet sur l'augmentation du prix de l'essence, eh bien, on va avoir un citoyen noir américain ou blanc, voilà, une visibilité illustrative qui est aussi importante qu'un sujet cadré. C'est la mise en visibilité du racisme à l'égard de la communauté noire. C'est une mise en visibilité de la classe moyenne supérieure. C'est une mise en visibilité des politiciens et des politiciennes. C'est une couverture différente des émeutes qui étaient jusque-là considérées comme des émeutes raciales, alors qu'en aucun cas elles n'étaient des émeutes raciales, mais comme l'expression d'un surpoids, d'une désespérance totale dans une société discriminante et racialisante. Donc ce sont la diversification des salles de rédaction. Et alors là, moi je dis, c'est pas la fiction, etc., très très bien, mais enfin là on parle des journalistes qui produisent le discours, qui parlent tous les jours dans les médias et pas qu'à la télévision. Eh bien, qui parle quand on change la personne qui émet la parole, on diversifie les points de vue et les expériences. Encore un exemple, par exemple, un exemple qui va peut-être plus vous parler, l'ouragan Katrina. En plus, c'est très parlant parce qu'il y a la posture française et la posture américaine. L'ouragan Katrina, il y a 2 photographies qui circulent. Une photographie prise par l'AFP qui montre c'est l'AFP d'ailleurs qui se retrouve là, dans le centre de la controverse. On voit des citoyens noirs américains post-Katrina qui portent de la nourriture sur leur épaule et de l'eau pour essayer. Et il y a marqué... alors pardon, je le fais à l'envers parce que sinon ça ne marche pas, je rembobine. On voit une première photographie avec des citoyens blancs qui portent de la nourriture et des boissons. Et la légende est la population lutte pour survivre. La même photographie, c'est toujours l'AFP, avec des citoyens nord-américains dans la même posture, avec de l'eau jusque-là, la nourriture et la boisson, et la légende qui dit les magasins sont pillés les magasins sont pillés. Donc là, il y a eu un tollé général, mais au sein même des médias. C'est-à-dire que là, il y avait suffisamment de journalistes noirs américains au sein des médias pour dire que ce n'était pas acceptable et que cette information devait être corrigée. Même chose pour pour le jeune garçon qui a été abattu. Alors, j'ai oublié, malheureusement, les médias ne corrigent pas la société. Les médias sont un levier démocratique. Mais ils ne corrigent pas la société. Mais en tout cas, quand un des jeunes garçons a été abattu par Zimmerman,
l'ensemble des médias a couvert l'affaire au démarrage un peu lentement, et c'est vraiment les journalistes issus des minorités qui ont poussé l'affaire et qui l'ont poussée très fortement. Donc moi, je vois l'impact. Sur 30 ans, je vois l'impact. C'est pas correctif. le discours médiatique n'est pas correctif, mais au moins, il n'est pas aggravant. Et au moins, il y a des choses qui ne passent plus, de ce que je vois. Oui, mais c'est une question. On a abordé les statistiques ethniques, en gros. Et je me demandais si vous tous, en fait, c'est quelque chose que vous pensez qui serait possible d'être une arme, enfin un outil qui serait plus pratique pour ensuite traiter de la représentation dans les médias, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt mieux comme ça en l'état, l'interdiction des statistiques ethniques en France? Ça fait l'objet de nombreux débats, vous le savez, ça fait l'objet de rapports et de contre-rapports, le rapport du COMED avec François Héran, le contre-rapport CARCED, donc où il y avait en particulier Gwenaëlle Calvez, Jean-François Amadieu qui est le président de l'Observatoire de discrimination de Paris 1, enfin voilà, donc il y a eu d'Inter, enfin il y avait vraiment eu un échange d'arguments qui est fort intéressant. Moi je trouve que c'est un sujet fondamental qui nous pose un enjeu qu'analyse en particulier Derrida dans Politique de l'amitié, qui est on est souvent obligé d'habiter des dilemmes. Et moi, je trouve que là, on habite un dilemme. Et j'ai d'ailleurs évolué dans mon positionnement dans ce dilemme. Le dilemme est le suivant. Quand l'objectif, c'est de remettre en cause des dominations qui sont ancrées dans des catégorisations, la difficulté, c'est qu'on est obligé d'utiliser les catégorisations de la domination pour arriver à les dépasser. Et c'est en cela que, pour moi, je donne une importance très grande au principe de justification de l'utilisation des catégorisations, des politiques publiques, des politiques d'action positive, ou des politiques compensatoires. C'est-à-dire qu'un même outil peut être utilisé à des fins complètement opposées. Donc, pour répondre à votre question, de la même manière que, pour moi, l'objectif, si on considère que les individus, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, sexuelles, sociodémographiques, ethnoculturelles, religieuses, tout ce qu'on veut, ont les mêmes chances d'avoir des compétences et des talents de manière complètement aléatoire. Et que donc, si on a une non-diversification des élites, qu'elles soient médiatiques, économiques, politiques, c'est pas parce que les hommes ont plus la capacité d'être des êtres de raison et les femmes moins, c'est pas parce que les fils d'ouvriers sont moins doués que les fils de cadres, c'est pas parce que les racialisés sont moins doués que les non racialisés, c'est parce que ces individus-là, tout au long de leur parcours, vont subir des discriminations structurelles de plus en plus indirectes et non directes, qui vont faire qu'il va y avoir des fourches codines qui vont faire ce tamis-là. Et en effet, il ne suffit pas de ce fait-là d'avoir une logique tokeniste de coloration ou de féminisation des élites pour qu'on ait remis en cause toutes ces discriminations structurelles. Sinon, on est sur les jetons, c'est-à-dire, hop, on a rempli, alors il y a des femmes qui peuvent être complètement antiféministes entre nous, il y a des racialisés qui peuvent être complètement dans la reproduction des stéréotypes, voilà. Et même là, d'ailleurs, dans les réponses que j'ai trouvées assez intéressantes, c'est étonnant comment Candice Renoir, il faut quand même qu'elle soit une bonne mère, alors que moi, c'est pas du tout ce que je comprends dans le film, d'ailleurs, je dois être pas... mais enfin, on la renvoie beaucoup à ses gamins, ça c'est certain. Voilà. Et Chérif, il faut quand même qu'il fasse un peu son job différemment. Donc on est quand même toujours dans cette mise en scène de la différence. Si l'objectif, il doit être qu'au final,
n'y ait plus ces discriminations structurelles et qu'on soit indifférencié, pas au sens où je ne suis pas au courant qu'on est tous différents, on est tous singuliers individuellement, mais au sens où c'est pas parce qu'on est des filles qu'on va nous renvoyer au fait qu'il faut qu'on soit plus dans l'écoute, dans le care, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aussi ? Je sais pas, il y a plein de trucs. Ou c'est pas parce qu'on est de telle origine qu'il faut... Voilà. Bon. De la même manière, pour savoir s'il faut faire des statistiques ethnoculturelles ou pas, moi au départ j'étais assez contre parce que j'étais sans doute encore bercée dans ce mythe de l'universalisme neutre et que je trouvais ça pas très propre de faire tout ça. Enfin bon. Au final, je suis assez convaincue maintenant que en le prenant comme une fiction politique qui produit de la domination, on est obligé de s'en emparer pour arriver à le déconstruire. Et pour ça, il ne faut pas s'enferrer dans le registre de la complémentarité. Voilà. Et il faut bien voir que ça, c'est un outil. On prend les outils qu'on nous donne pour arriver à les déconstruire. Parce que le problème, sinon, c'est qu'on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et la réponse aux questions est assez révélateur. Ils sont assez révélatrices. Et d'ailleurs, pour les questions d'égalité femmes-hommes, on a quand même vu que les statistiques sexuées ont joué un rôle important, ont joué un rôle de dépersonnalisation et en tout cas de responsabilisation collective et politique. Parce que sinon, vous êtes toujours dans l'idée que enfin, les femmes, elles réussissent moins bien, mais enfin bon, elles y mettent du leur aussi. Elles ont des gamins, elles s'arrêtent de bosser. Enfin bon, puis il y en a qui provoquent, elles sont syndicalistes en plus. Enfin bon. Mais donc, soit vous êtes dans une lecture comme ça du renversement de responsabilité, soit vous travaillez sur des statistiques, et là, vous êtes sur des analyses de groupe, où vous dites, non, enfin, les femmes, c'est quand même étrange, quoi. Je veux dire, soit elles sont toutes coupables, voilà, donc on revient à du Rousseau, et puis voilà, hein. Soit c'est qu'il y a une discrimination qui n'est pas de leur, qui est pas de leur responsabilité. Donc les statistiques, ça permet de politiser les enjeux et de les juridiciser aussi, ce qui est très important. Les jurisprudences qui ont été gagnées, et moi je trouve que c'est assez intéressant qu'à travers la promotion de la diversité, malheureusement, on arrive aussi, ça peut être aussi malheureusement une stratégie, à la fois ça peut faire évoluer des choses, et en même temps ça peut être une stratégie pour dépolitiser les enjeux et les déjuridicialiser. C'est-à-dire que on va être dans la conciliation, la médiation, Candeloro, voilà. Sauf qu'il y a des fois des choses qui sont de l'ordre tout simplement du recours juridique, du non-respect du droit. Et là, je veux dire, c'est pas une question qu'on n'a pas d'humour ou que voilà, c'est juste une question d'application du droit. Et les statistiques, en particulier les statistiques sexuées, ont permis d'avoir de belles jurisprudences à la fois pour les syndicalistes, par exemple, en termes de discrimination dans l'emploi, mais aussi pour les femmes, parce qu'on a fait des comparaisons de groupes. Et c'est exactement la même chose pour les personnes en termes de discrimination ethno-raciale. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est des testings sur CV anonyme, par des institutions telles que IMS Entreprendre pour la Cité, qui n'est pas une institution qu'on peut taxer de radicalisme de la gauche islamiste. C'est pas des... Voilà. Qu'est-ce qu'ils montrent à travers leur envoi de CV ? Vous avez dû voir ce travail. Que quand vous avez des signaux comme quoi vous êtes de confession catholique ou des signaux comme quoi vous êtes de confession musulmane, il va falloir que vous envoyiez 4 fois plus de CV pour avoir un entretien d'embauche quand vous êtes catégorisé, identifiable comme étant de confession musulmane. Donc on en est à faire des testings pour arriver à prouver qu'il y a discrimination et pour ne pas renvoyer au ressenti arbitraire. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est un sujet complexe, mais je pense que malheureusement on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à condition d'être très exigeant et d'expliquer pourquoi on utilise ces outils. Moi, c'est plus une remarque qu'une question, mais je vous la fais partager. Au regard de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi, c'est la question des assignations. Vous venez d'en parler, Réjeanne aussi. C'est l'idée qu'on entend que c'est aux journalistes des banlieues de parler de la banlieue. Enfin, voilà tout ce qu'on a connu effectivement. Et dans ce laboratoire, il y a suffisamment de chercheurs, de chercheuses qui ont travaillé sur les assignations de genre au sens genre sexué. Voilà, et là on voit que ça continue de perler, y compris dans nos propres discours un petit peu. C'est-à-dire que voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tu es noir, tu es arabe, c'est aussi à toi de parler de tout ça, quoi. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait aussi toujours en tête. C'est-à-dire que
cette espèce d'ambiguïté qu'on a collectivement par rapport à ces questions. Moi, je suis enseignant en journalisme et je suis chercheur. J'attends pas forcément j'essaye de me forcer aussi, parce que j'ai la culture que j'ai le parcours que j'ai, à me dire que c'est pas parce que j'ai un étudiant qui vient de banlieue difficile que je vais obligatoirement attendre de lui de faire des sujets là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai aussi été, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai été journaliste avant ça, dans un grand quotidien régional. Et ça rejoint aussi votre remarque sur la façon dont il n'y a pas que les quotidiens nationaux, il n'y a pas que la télévision. Voilà, dans un grand quotidien régional qui, un jour, a recruté un jeune journaliste noir, il y a très longtemps. Donc c'était déjà... Et à qui on a dit, non mais ça tombe très bien, parce qu'en fait, il nous fallait quelqu'un pour aller au pied des tours. Cash. Hein. Bon. Il y a maintenant il y a un peu de prescription, mais... Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes journalistes issus des minorités ethnoculturelles forcément embauchés en presse régionale, mais on n'a pas les statistiques, donc on ne sait pas. Pareil. Enfin voilà, je vais pas... Mais tout ça, il faut qu'on continue de l'avoir quelque part dans un coin de notre tête quand on discute de ces questions-là. Parce que j'ai le sentiment que ça vient assez facilement, le côté je reviens à ma caricature, mais toi, le ciel t'aidera, voilà, fais en sorte de parler de ces problèmes-là quand tu en viens toi-même, quoi. Voilà. Alors, je me permets de répondre, mais je trouve que c'est un des risques majeurs de ce sujet-là. La mise en relation, alors ça va être compliqué. Pour moi, c'est le même dilemme. Il va falloir que tu me donnes ta citation là, parce que je suis prise dans un dilemme. C'est Derrida. Pour moi, la diversification du contenu et sa mise en lien avec la diversification du personnel, pour moi, c'est clé. Là, on entre dans le structurel, dans la production du discours et comment on diversifie les points de vue. Le risque que ça comporte, c'est la reassignation. Et c'est-à-dire qu'on va demander à des journalistes. Pour l'enquête que moi j'ai faite, la grosse difficulté des journalistes issus des minorités, c'était de se faire reconnaître comme journalistes avant de se faire reconnaître comme minorité. Mais eux-mêmes, dans les entretiens que j'ai eus, étaient coincés là-dedans. C'est-à-dire que, et là on est encore dans le structurel, dans la condition de production du discours journalistique, c'est-à-dire que dans la rédaction en chef, il y avait l'idée de faire encore ce que les journalistes noirs américains appelaient des race stories, dans des histoires raciales ou alors des drug stories, et boum, on leur demandait de faire ça. Voilà, exactement. De toute façon, il faut aussi pas trop s'illusionner. Ils ont été recrutés dans les années 60 parce que les journalistes blancs se faisaient repousser des lieux où il y avait des violences, où il y avait des émeutes non raciales, des émeutes urbaines. Donc ça a été un des éléments de leur recrutement. Exactement comme l'exemple que vous avez donné. Et alors, le risque c'est ça, c'est qu'eux-mêmes se retrouvaient coincés à traiter des sujets qu'ils ne voulaient pas traiter, parce que sinon, le sujet serait plus mal traité que s'ils le faisaient. Et alors, la plupart finissent par partir. Le gros problème aux États-Unis, c'est qu'on a dépassé la question de la diversification des salles de rédaction. Les femmes voudraient bien être considérées comme femmes et puis avoir un peu de promotion. Les journalistes issus des minorités être considérés comme journalistes et pas journalistes d'une minorité dont ils seraient ou elles seraient la porte-parole. Donc on est vraiment dans la re-essentialisation. Allez, boum, on retombe dessus. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est la promotion. Parce que tant qu'on retombe au truc structurel, c'est que de toute façon, il y a le plafond de verre. Donc, ils ne peuvent pas agir. Donc, ils écrivent les histoires autrement. Enfin, ils écrivent les histoires, je suis désolée. Hein. Ils écrivent les papiers autrement que si quelqu'un d'autre l'avait fait. Mais le problème est en amont, c'est le choix des sujets et de leur mise en scène, mais là je pourrais repartir plus longtemps sur la mise en page, la mise en scène, etc. Mais c'est un vrai risque, et c'est un risque où là on peut rebondir peut-être avec Jaco qui est en train de nous quitter, hein, qui regarde à gauche, parce que Jaco il a parlé de quelque chose de très important tout à l'heure, et que moi je trouve très important, c'est parce qu'aux côtés de l'idée qu'on va diversifier les points de vue, diversifier les discours, diversifier l'image qu'on voit en diversifiant les personnages
personnes qui produisent le discours. Il y a aussi un mythe à déconstruire qui est celui du journaliste objectif, ou celui qui se pense, enfin du journaliste qui se pense objectif. Et Jaco a parlé de ça tout à l'heure. Moi, j'avais une toute petite question notée quelque part. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais il y a une contradiction là entre la mission d'objectivité qu'on assigne aux journalistes et l'impossibilité de ne pas être subjectif. Alors, est-ce que toi, Jaco, tu pourrais revenir peut-être sur je sais pas, peut-être que revenir sur l'idée que les journalistes se font eux-mêmes de leur objectivité, de leur position En effet, je me souviens l'avoir dit, ça dépend bien sûr sur le domaine dont on parle. Quand on parle des journalistes des informations, ils se prennent pour objectifs. Les médias des sports, c'est à mi-chemin entre l'info et le divertissement. C'est un autre genre. Mais en effet, dans les médias sportifs, je pense. En tout cas, j'ai évoqué cette objectivité par rapport à la couverture des événements sportifs. Je pense que ces journalistes entretiennent de relations rapprochées avec les athlètes, les sportifs. Il faut recueillir les informations, faire les entretiens. Donc, on ne les prend pas forcément très au sérieux à la rédaction parce qu'on dit ils sont que pour le sport. Bon, ils gagnent beaucoup plus d'argent. C'est encore un peu une contradiction parce que ce sont des personnalités. Mais ces journalistes, on ne les prend pas forcément au sérieux parce qu'on ne les voit pas comme étant objectifs. Leurs collègues ne les voient pas comme objectifs. Du coup, ils mettent l'accent sur cette objectivité, ce professionnalisme qu'ils auraient. Mais lorsqu'on met l'accent sur sa propre objectivité sans fin, sa propre neutralité, alors que la recherche montre que les stéréotypes et les préjugés ont bien lieu, c'est donc plutôt paradoxal, voire contradictoire. Donc, en se voyant objectif et en insistant sur ce fait, cela ne les aide pas à être conscients. Ils sont convaincus de leur propre objectivité. Il en est de même avec ce daltonisme dont je parlais. Ils se croient objectif est aussi objectif par rapport aux questions d'ethnicité, daltonien par rapport à la race. On ne peut pas utiliser les statistiques des catégories ethno-raciales parce qu'on pense que l'idéal, c'est que les gens ne voient pas la couleur, qu'on est tous uniques. Il ne faut donc pas utiliser de telles statistiques, mais le fait est que nous ne sommes pas comme ça. Il y a des discriminations suite aux catégorisations. Et, il y a du racisme soi-disant racialement neutre et ils disent qu'ils ne sont pas racistes, mais là encore les statistiques peuvent au bout du compte aider. Je me souviens qu'un exemple du monde du sport, je ne sais pas si cet exemple a été appliqué aux médias, mais c'est la règle de Rooney. Et la règle de Rooney a été mise en œuvre aux États-Unis dans le foot américain. Les études ont montré, grâce aux statistiques, que la majorité écrasante était blanc. Il y avait quelques coachs noirs, mais qui étaient limogés assez rapidement. Et puis, ils ont découvert que ces coachs noirs limogés avaient toujours une bonne performance. Mais malgré leur bonne performance, ils étaient quand même virés. Donc, les chercheurs, avec les avocats, sont allés argumenter
l'injustice de cela. Et enfin, il y a eu un procès, un procès intenté contre la Fédération de foot américain. Les coachs noirs subissaient la discrimination en étant limogés plutôt que leurs pairs sans raison apparente. Et au fin, donc, il y avait une mesure proposée comme solution, c'est que pour chaque club de foot américain, lorsqu'il y avait un poste de direction qui s'est libéré, le propriétaire du club devait inviter au moins une personne d'arrière-plan minoritaire. Il n'y avait pas d'obligation de quota, il n'y avait pas d'obligation d'embauche, mais au moins rechercher quelqu'un de cet arrière-plan et l'inviter pour un entretien, pas forcément à l'embauche, avec à l'appui des statistiques. Et après plusieurs années, plus de coachs d'arrière-plan minoritaires ont été embauchés, ne serait-ce que le fait d'être convoqués à l'entretien. Est-ce que ça pourrait marcher aussi dans les médias? Juste être contraint à inviter quelqu'un à un entretien d'embauche. Une fois qu'on connaît la personne, on échange, alors les stéréotypes sont relégués au deuxième plan. Une fois qu'on a parlé pendant une heure avec quelqu'un, ce qui veut dire que les coachs noirs étaient embauchés et connaissent une réussite. Ce qui est donc une exploitation positive de la mesure et des statistiques, non pas des quotas, mais des mesures pour casser ce plafond de verre qui existait bel et bien auparavant. Il a été brisé à cause de cette exploitation à bon escient des statistiques. Et on appelle ça donc la règle Rooney, mesure qui pourrait se transférer, par exemple, aux médias pour changer la donne. Je pense que beaucoup d'organismes détestent les quotas. Aux Pays-Bas, lorsque je disais le mot quota, les médias n'en voulaient pas. Mais si on leur dit invitez au moins quelqu'un en entretien, aucune obligation d'embauche, mais invitez-les, alors on dit OK, ça on peut essayer. Ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'il y a eu ces invitations, les stéréotypes sont relégués au deuxième plan. Parfois non, mais la plupart du temps, ils ne jouent pas le rôle. Et puis la personne est embauchée parce que elle a les qualités. La notion de la diversité à la française est une chose assez floue en réalité. Et c'est un sujet qui dérange les personnes qui elles-mêmes sont en principe les premières à être concernées. Disons que la diversité de la société, c'est ce qui fait la multitude d'une France qui a des racines plongeantes un peu partout, dans tous les océans, dans toutes les parties de la planète où il y a eu trace française, il y a eu apport au sein de la nation française. Donc, en principe, si on voulait un pays uni autour de ces composantes multiples, on devrait avoir la question prioritaire, me semble-t-il, des origines géographiques. On devrait pouvoir parler des personnes âgées comme des jeunes, deux segments qui sont très peu représentés dans les programmes. Les personnes handicapées, d'ailleurs un grand merci à l'IUT de Lannion qui a signé notre charte du handicap avec le CSA. On devrait pouvoir parler des catégories sociales qui sont certes en haut de l'affiche, mais les pauvres, 10 millions de pauvres, où sont-ils dans les programmes? Vous voyez, ce sont toutes ces composantes qui font un pays à l'arrivée, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. On en est un petit peu loin. Le CSA fonctionne sur la loi, c'est la loi de 1986. Il y a un article, l'article 3.1, qui est très lacunaire, mais qui dit « Le CSA veille à la juste représentation de la diversité de la société française ». Mais veiller, c'est pas fixé, comme par exemple pour le pluralisme. Donc, la première arme, c'est cet article de loi extrêmement troué. Et puis, n'ayant pas les instruments juridiques nécessaires, le CSA a pris une recommandation de 2009 que nous avons réactualisée très récemment, qui concerne la télévision, et dorénavant il concerne ce texte également la radio, et nous avons également des chartes, par exemple la charte sur le handicap.
Mais vous avez raison, la diversité, quand elle est rattachée à la communication, par exemple, et ça arrive, elle peut avoir un petit aspect, je communique pour me faire valoir, je montre que je suis civique sur tel ou tel aspect. Mais est-ce que dans la durée ça fonctionne? Là est le problème. Moi, quand j'étais à France Télé, par exemple, jamais on m'avait dit qu'il fallait cadrer une personne dans une chaise roulante dans sa totalité. Jamais on m'avait dit on pourrait utiliser la compétence d'une personne handicapée pour qu'elle puisse s'exprimer sur le nucléaire. C'est le cas d'une personne faisant partie de notre observatoire de la diversité. Non, on reste plutôt lié à des stéréotypes. Gros problème, les journalistes eux-mêmes doivent être les premiers renseignés de manière à ne pas projeter des stéréotypes. Les journalistes, tous ceux qui ont une carte de presse, c'est-à-dire ceux qui écrivent, les JRI, mais le monteur également. Vous voyez, ça devrait concerner toute la chaîne de production de la télé. Bien entendu, si le haut de l'entreprise n'est pas imprégné de ces idées-là, de ses devoirs, de ses engagements, de ses ambitions, ça ne descend jamais en bas. C'est un des problèmes. Je ne peux pas trahir les conversations à huis clos, mais je peux vous assurer que dès que nous avons des auditions au CSA, mon sujet concerne cette inclusion dans la société française. Alors ça devient peut-être un peu rébarbatif, ça devient peut-être un peu répétitif, mais comme le sujet n'avance pas, je continue. C'est vrai, j'ai un parcours de reporter, grand reporter comme on dit en France, à travers le monde entier. Donc j'ai vu l'humanité sous toutes ses coutures. Hommes, femmes, enfants, des gens souffrants, des gens méprisés, des gens héroïques, des salauds. J'ai vu un peu de tout. Mais j'ai vu surtout ma propre vie. Je suis né à l'île de la Réunion où la France a fait un travail considérable grâce à l'école. Et l'école nous a éveillés à la conscience civique. Ça, c'était le départ absolu. Pas forcément dans les familles, nos familles étaient souvent très pauvres et elles avaient vraiment autre chose à faire, donc survivre déjà, plutôt que de nous apprendre le b.a.-ba de la citoyenneté. Mais nous l'avons appris grâce aux instituts, grâce aux enseignants, et puis aussi par l'humus de nos propres racines. Mon père est indien, mon père avait une religion qui n'était pas celle de ma mère, qui est une petite bretonne à l'origine, et donc j'ai appris à leur contact qu'on ne ressemblait pas forcément au voisin, et que le voisin était aussi valable que moi. Et puis surtout, quand on m'apprenait... par exemple, le corbeau et le renard à l'école, eh bien, si je pouvais réciter ma récitation aussi bien que la petite d'à côté qui avait de quoi manger, je valais autant qu'elle. C'est ça mon expérience. C'est pourquoi je crois infiniment en la diversité. Mais quand je dis diversité, je crois aussi essentiellement en l'article 1er de la Constitution de 1958. Nous sommes tous à égalité. Diversité, oui. Unité, d'abord.